1868, Japon. À cette période, le pays du soleil levant sort tout juste de sa route de prospérité, de stabilité politique et de croissance économique depuis plus de 200 ans, dans ce qu'on appelait l'époque Edo. Il s'agit d'un chapitre important dans l'histoire du Japon. Sous le shogunat Tokugawa, une espèce de dictature militaire fondée par Tokugawa Ieyasu, le pays se referme, coupant tout commerce et contact avec le reste du monde, notamment l'Occident. Une décision prise d'origine pour s'éloigner le plus possible, surtout du christianisme et des influences de l'Occident introduits par les missionnaires européens quand ceux-ci sont arrivés sur les terres japonaises. En conséquence, le gouvernement interdit formellement tout jeu de loisirs ayant des origines occidentales et surtout les jeux de paris, les jeux d'argent utilisant des cartes, etc. qui sont considérés comme des dangers pour la population. C'est dans ce contexte que va commencer une nouvelle ère japonaise, l'ère Meiji. Et c'est en l'an 1 de cette ère que naît en juin 1868 dans la ville de Kyoto un certain Fusajiro Fukui. Fusajiro Fukui est le fils aîné d'un artisan renommé de Kyoto connu sous le nom de Sosuke Fukui. Fusajiro aura une enfance assez classique comme la plupart des garçons japonais de l'époque. À l'âge de 12-13 ans, très doué de ses mains, ce dernier va être pris en tant qu'apprenti dans la société Aigan, dirigée par Naoshichi Yamauchi. Cette entreprise est notamment spécialisée dans le commerce de chaux, un composant chimique utilisé dans la métallurgie et la construction de divers bâtiments. Le jeune Fusajiro se débrouille assez bien pour son jeune âge et fait plutôt bonne impression à Monsieur Yamauchi. Quelques années plus tard, Monsieur Yamauchi va devoir bientôt prendre sa retraite. Mais il y a un problème. Ce dernier n'a eu que des filles. Par conséquent, il faut absolument trouver un héritier mâle qui pourra reprendre l'entreprise familiale. Avec l'accord de la famille Fukui et Yamauchi, c'est en 1885 que Fusajiro épousera la fille aînée de Monsieur Yamauchi à l'âge de 17 ans pour prendre sa succession. Par ce mariage arrangé, vraiment on peut dire ça comme ça, Fusajiro accepte donc de devenir le fils héritier par adoption et devient donc Fusajiro Yamauchi et prend la direction d'Aigan qu'il rebaptise ensuite Aikyo. Comme dit tout à l'heure, durant l'ère Edo, la plupart des jeux de cartes et autres loisirs venant de l'Occident étaient bannis sur le territoire japonais. C'est en 1868 que tout change avec le commencement de l'ère Meiji au Japon, où il faudra attendre l'arrivée des fameux bateaux noirs du commandant américain Perry pour que les frontières soient de nouveau ouvertes ainsi que le contact avec les occidentaux. Dans le contexte de la restauration de Meiji en 1885, les lois sur les jeux de hasard sont assouplies au Japon, ainsi que les jeux de cartes comme les hanafuda, jusque-là interdites, sont de nouveau légalisés. Fusajiro, après avoir ouvert d'autres magasins de show à Kyoto, s'intéresse au commerce florissant du hanafuda. Un heureux hasard, parce qu'on sait que Fusajiro, quand il avait fini sa journée de boulot, il adorait jouer aux cartes et surtout aux hanafuda. Par son goût personnel pour le jeu, il décide d'utiliser ses compétences d'artisan pour ouvrir un atelier de fabrication de jeux de cartes hanafuda fait main. C'est le 23 novembre 1889 qu'il fonde Yamauchi Fusajiro Shoten, également connu sous le nom de Yamauchi Nintendo Koppai, à l'emplacement d'une maison inoccupée qu'il a achetée. Ces cartes hanafuda que commercialise la très jeune société Nintendo deviennent très populaires, à tel point que Yamauchi doit s'entourer d'artisans pour pouvoir aller vers une production plus massive de cartes et ainsi satisfaire la demande. En 1890, Nintendo élargit sa gamme de produits et commence à vendre des jeux de cartes Yota Garuta. Cependant, l'entreprise est rapidement confrontée à des difficultés à vendre ses cartes hanafuda en raison de la concurrence et d'un marché en baisse.
Fusajiro a alors l'idée d'utiliser des cartes Hanafuda de moindre qualité qui sont jetées et de les vendre dans de nouveaux jeux appelés Tengu à un prix inférieur et encore plus accessible. De plus, ce dernier décide de cibler le marché des clubs de jeux car ces endroits n'utilisent jamais 2 fois le même jeu de cartes pour éviter la tricherie, ce qui entraîne une rotation élevée des jeux. Finalement, il réussit à obtenir des contrats avec plus de 70 clubs qui chacun vont utiliser 50 paquets de cartes par nuit. C'est au début du XXe siècle qu'il commence à fabriquer les premières cartes à l'occidental au Japon et agrandit sa société en exportant ses cartes à l'étranger. Fusajiro Yamauchi prend sa retraite en 1929 et cède sa place à son gendre Sekiryo Yamauchi, lui aussi adopté car Fusajiro Yamauchi n'avait eu que 2 filles. La société est rebaptisée Yamauchi Nintendo & Co en 1933, reprise par Sekiryo Kaneda Yamauchi et Tei Yamauchi, la fille de Fusajiro. Quant à sa sœur, elle reprendra l'entreprise du grand-père Yamauchi, Aikyo, avec son mari. Et c'est alors que Nintendo va devenir la plus grosse société dans le secteur de jeux de cartes au Japon, et ainsi continuer son activité radieuse. Sauf que de l'autre côté du rideau, le Japon et le monde entier vont rentrer dans une phase des plus obscures que l'humanité ait connue. « 1939-1945 » La Seconde Guerre mondiale. 6 années de cauchemars des plus horribles qui aient pu exister. En seulement 6 années, la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 60 nations impliquées, plus de 100 millions de soldats combattant au front, et plus de 60 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale demeure à ce jour le conflit le plus meurtrier et immoral de l'histoire de l'humanité. Totalitarisme, fascisme, racisme, antisémitisme, humiliation, torture, camps de concentration ou de travail, entraînant de véritables génocides humains, massacres, concours de têtes décapitées, esclavagisme sexuel et de femmes et jeunes filles mineures devenus de simples objets de réconfort pour les soldats. Expériences inhumaines dans des unités secrètes testées sur des êtres humains vivants. En bref, de 1939 à 1945, c'est une véritable boucherie. Durant ces années sordides, Nintendo, eux, sont toujours dans leur petit chemin à commercialiser des cartes Hanafuda. Entre-temps, Fusajiro Yamauchi meurt à 80 ans le 1er janvier 1940. Mais ce que ne savait pas la société japonaise, c'est que elle aussi, elle allait disparaître 5 ans plus tard. On désigne sous le nom de Projet Manhattan le premier programme américain de réalisation scientifique et technique destiné à la fabrication de bombes atomiques à uranium-235 et à plutonium, élaboré par les autorités américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Par sa ténacité et ses décisions politiques qui ne vont pas satisfaire les Américains, un pays va goûter à cette puissance inédite. Et ce pays, c'est le Japon. Le prétexte du rejet par les dirigeants japonais des conditions de l'ultimatum de la conférence de Potsdam est que les États-Unis souhaitent imposer au Japon de capituler sans condition, l'éviction de l'empereur Hirohito et l'adoption d'un régime politique démocratique. Le gouvernement américain souhaite aussi, puisque la bombe A est désormais opérationnelle, Little Boy à l'uranium et Fat Man au plutonium, la tester en grandeur nature et montrer aux autres pays, en particulier à l'URSS, la supériorité de feu décisive qu'elle donne à l'Amérique, ce qui fait de ces bombardements un message annonciateur de la guerre froide. Le projet Manhattan avait été achevé et 3 bombes ont été fabriquées. L'une d'elles fut utilisée par un essai au Nouveau-Mexique, laissant 2 bombes disponibles. Nagasaki fut choisie. Cependant, quelle ville choisir pour être la première cible? Plusieurs options avaient été envisagées. Tokyo, écarté du choix car les bombardements incendiaires l'avaient quasiment détruite avec 100 000 victimes. Hiroshima,
Yokohama et Kyoto. Kyoto était considéré comme une cible prioritaire. C'était en raison de son statut d'ancienne capitale du Japon et de son centre intellectuel, et on pensait que ses habitants seraient plus sensibles à la signification de la bombe que ceux des autres villes. Et quelle entreprise se situe à Kyoto? Nintendo. Alors, le 6 août 1945, les États-Unis d'Amérique vont lâcher la bombe nucléaire sur Kyoto, faisant disparaître à jamais Nintendo de la surface de la Terre, ainsi que ses dirigeants, ses employés, mais aussi les habitants de Kyoto. Et il y en a que vous connaissez, comme Shigeru Miyamoto. 6 août 1945, c'est le jour où Nintendo aurait pu être anéanti. Pas de jouets Nintendo dans les années 60-70, pas de jeux vidéo, pas de consoles et de manettes, pas de Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid, Pokémon, Kirby, Animal Crossing, Splatoon, Mario Kart, Super Smash Bros. En bref, le jeu vidéo tel que vous le connaissez n'aurait jamais existé. Ou du moins n'aurait pas du tout eu le même visage. Toutefois, j'imagine que vous avez remarqué quelque chose. Oui, j'ai bien dit que Kyoto avait été visé par une des bombes nucléaires. Vous savez très bien que ce que j'ai dit est faux, car, vous le savez sûrement, le 6 août 1945, ce n'est pas Kyoto qui a été touché, mais Hiroshima. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que Kyoto a été touché si c'est pas le cas? Eh bien, il s'agit d'un scénario qui était à ça d'être vrai. Dans une réalité parallèle, c'était Kyoto qui était détruit. Donc par la même occasion, Nintendo. Sauf que un seul homme va sauver Nintendo et Kyoto. Mais par la même occasion, condamnera aussi Hiroshima. Encore aujourd'hui, Nintendo doit son existence à un seul homme. Et cet homme, c'est Henry Lewis Stimson. Henry Lewis Stimson est né le 21 septembre 1867 à Manhattan. Tout au long de sa vie, il exercera dans le domaine de la politique. Homme d'État, avocat, homme politique américain, au cours de sa longue carrière, il s'est imposé comme une figure de proue de la politique étrangère des États-Unis, servant sous des administrations républicaines et démocrates. Il a été secrétaire à la Première Guerre mondiale sous la présidence de William Howard Taft, secrétaire d'État de 1929 à 1933 sous la présidence d'Herbert Hoover, puis de nouveau secrétaire durant la période de la Seconde Guerre mondiale sous les présidences de Franklin D. Roosevelt et Harry S. Truman, supervisant l'effort de guerre américain pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que secrétaire à la guerre, Stimson prit le contrôle direct et personnel de l'ensemble du projet de la bombe atomique, supervisant directement le major général Leslie Groves, chef du projet Manhattan. Roosevelt et Truman suivirent tous les deux les conseils de Stimson sur tous les aspects de la bombe, et ce dernier passa outre l'avis des officiers militaires qui s'opposaient à ses idées. L'exemple le plus parlant de ces différents abus d'autorité remonte à l'instant des différents choix de cibles de villes japonaises pour y larguer les deux bombes atomiques. La liste initiale comprenait la ville de Kyoto, lieu d'une immense importance culturelle et historique pour le peuple japonais. Bien que Kyoto répondait parfaitement aux critères militaires d'une cible utile, Stimson s'y opposa, déclarant lors d'une réunion du comité intérimaire le 1er juin 1945 « Il y avait une ville qu'il ne devait pas bombarder sans mon autorisation. » Et c'était Kyoto. Et alors pourquoi Stimson a sauvé Kyoto? Alors, il n'y a pas de raison véritablement ou factuellement officielle. Mais vous allez voir que cette raison est à la fois mignon et lunaire. L'anecdote veut que si Stimson n'a pas voulu bombarder Kyoto, est parce que il a passé sa lune de miel là-bas. Bien entendu, il n'existe aucune preuve concrète de cette version des faits, ni aucun document
attestant que Stimson ait jamais exprimé une telle motivation. Stimson s'est certes rendu brièvement à Kyoto en 1926 et y a passé une nuit en 1929, mais ces deux dernières visites ont eu lieu plus de 30 ans après son mariage. Stimson consigna son inquiétude quant au risque de la destruction d'un site culturel aussi important n'engendre une hostilité durable au sein du peuple japonais, ce qui pourrait à son tour rapprocher le Japon de l'Union soviétique. En juillet 1945, lors de la conférence de Potsdam, réunissant Truman, Churchill et Staline, 2 semaines seulement avant le largage de la première bombe atomique, Stimson écrivit « J'ai de nouveau exposé à Truman les raisons qui me poussaient à éliminer l'une des cibles envisagées. Il a réitéré avec la plus grande fermeté son accord sur ce point, et a insisté tout particulièrement sur le fait que si cette destruction n'avait pas effectué, et a insisté tout particulièrement sur le fait que si cette destruction n'était pas effectuée, l'amertume qu'un acte aussi insensé pourrait rendre impossible durant la longue période d'après-guerre la réconciliation des Japonais avec nous dans cette région, plutôt qu'avec les Russes. » Une question aussi qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir choisi Hiroshima? Hiroshima fut finalement choisi car il s'agissait avant tout d'une base militaire côtière importante. Donc, une cible de grande priorité pour les Américains. Quelle que soit la raison de la décision de Stimson de sauver Kyoto de la destruction totale, une chose est sûre, s'il avait laissé faire l'armée américaine, le paysage du jeu vidéo tel que vous le connaissez serait tout simplement méconnaissable. En sauvant Kyoto, Stimson a involontairement sauvé Nintendo de la destruction nucléaire, et a ainsi sauvé toutes les franchises, les jeux et les consoles que vous chérissez depuis toutes ces années. Par ricochet, son action a contribué à sauver l'industrie du jeu vidéo elle-même. Et il est vrai qu'on attribue à Nintendo le mérite d'avoir restauré la confiance du public dans les jeux vidéo après le crash de 1983. Sans la NES et le succès planétaire de hits comme la trilogie Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid ou encore Donkey Kong sur arcade, le secteur aurait certainement mis plus de temps à se redresser et aurait peut-être évolué dans une direction totalement différente. Évidemment, chaque choix a des conséquences qui se répercutent à travers les âges. Et certes, oui, Stimson a sauvé Kyoto et Nintendo, mais n'oublions pas Hiroshima et Nagasaki. Qui sait combien d'artistes, de scientifiques, d'écrivains, d'hommes, de femmes ont péri à Hiroshima et Nagasaki qui auraient peut-être apporté à l'humanité s'ils avaient survécu. Mais il ne fait guère de doute que les actions de Stimson ont permis à Nintendo de perdurer depuis tout ce temps. De ce seul fait, il est devenu, sans le savoir, une figure clé dans l'histoire de l'entreprise emblématique du jeu vidéo, mais aussi dans l'histoire de l'ancienne capitale du Japon, Kyoto. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le jour où Nintendo aurait pu être anéanti. Bon, malheureusement, voilà, c'est tombé sur Hiroshima, et donc aussi Nagasaki. Évidemment, ça aurait été mieux qu'il n'y ait aucune bombe, mais bon, voilà, malheureusement, c'est l'histoire, on ne pourra rien y changer, mais en tout cas, j'espère que le récit de cette vidéo, de cette histoire, qui est vraie, parce que Nintendo aurait vraiment pu disparaître à jamais. Et c'est dans ce genre d'histoire qu'on se dit ah ouais, la vie ça tient qu'à un fil. Ah mais vraiment. Bref, encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Certes, c'était pas une vidéo assez drôle, notamment sur la deuxième partie de celle-ci, mais en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié le visionnage de celle-ci. N'hésitez pas à commenter, lâcher le petit pouce bleu, à partager la vidéo et faire connaître cette histoire incroyable partout. Évidemment, bien entendu, si le contenu de cette vidéo vous a plu et même le contenu de la chaîne vous plaît en règle générale, et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. C'était Gigux. Bonjour.